Pour en revenir au sujet de l'Ether et pourquoi on a des aussi faibles performances sur l'Ether aujourd'hui, tout simplement parce que la plupart des layers 2 aujourd'hui n'ont pas d'intérêt et ne payent pas en fait un loyer globalement sur la couche de base. Ils profitent de la décentralisation, ils profitent de la sécurité, ils profitent des infrastructures liées à la couche de base, donc à Ethereum, mais ils n'ont pas besoin d'acheter de l'Ether pour pouvoir y participer. Et en plus de ça, la plupart des frais qu'on retrouve sur les layers 2 et qui sont payés sur les layers 2, on ne les retrouve pas sur les layers 1. Donc tout ça fait qu'il y a une fragmentation en fait de l'énergie économique qui se dissémine un peu de partout sur l'Ether et un peu de partout sur les layers 2. Et donc, en soi, pour la scalabilité, pour l'utilisation, pour faire de la DeFi, pour les petits porteurs, pour la vitesse de transaction et tout, on va dire c'est plutôt intéressant. Pour le reste, pour la couche de base et pour les performances liées à l'Ether, ça l'est beaucoup moins, quoi. Et ça, ce site, il est vraiment pas mal pour ça, parce qu'il vous démontre en fait que si l'énergie économique, en fait, elle est sur les layers 2 et que l'utilisation se fait sur les layers 2, qu'il n'y a pas d'intérêt d'acheter de l'Ether, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de brûlage d'Ether, il y a des frais de gaz qui sont relativement faibles sur Ethereum aujourd'hui, il y aura une inflation du coup plus importante. Et là, on se retrouve sur un niveau positif depuis le merge, alors qu'au départ, on a eu une diminution, on a eu le lancement pas mal d'L2, et depuis, ça a réaugmenté. Peut-être que ça changera, et sans doute que ça rechangera. À partir du moment où on repartira peut-être sur un bull run, une nouvelle activité, plus de demandes, etc., tout à fait possible qu'on reparte sur une baisse. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc ça, pareil, ça pose la question. Est-ce que c'était un bon choix stratégique? Est-ce que y avait un intérêt de partir sur une fragmentation comme ça, et une scalabilité sur des layers 2 et plutôt ne pas travailler sur le proto-dose sharding avant et pour avoir une scalabilité on-chain? Voilà, Vitalik sans doute sera plus à même de répondre à cette question que nous, mais ça interroge. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Théo, de ce truc-là, mais Après, si vous avez suivi dernièrement, moi, j'en ai parlé un peu en live aussi, il y a eu pas mal de polémiques, justement, il y a à peu près un petit mois autour d'Ethereum, parce qu'en fait, on n'est pas les seuls à se demander pourquoi ça augmente pas, c'est quoi, où est notre all-season, et du coup, il y a eu pas mal de critiques vis-à-vis de Vitalik et de la fondation Ethereum, hein, en gros, hein, parce qu'ils disent qu'ils dumpent, qui sont un peu woke dans leur manière de gérer le truc. Ils sont pris pas mal de critiques. Et du coup, ça a eu au moins le mérite de mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière. Et pour le coup, il y a des choses qui sont en train de se passer. Donc, Vitalik a annoncé qu'il allait prendre un peu plus le contrôle du projet jusqu'à trouver une autre manière de diriger un petit peu la fondation Ethereum, parce qu'apparemment, c'était plus satisfaisant. Il y a eu un effort de marketing qui a été fait avec Ether Financial, donc qui a été lancé par la fondation pour justement mettre un peu plus en appui le côté marketing, parce que jusqu'à présent, on avait la fondation avec des devs très compétents qui travaillaient sur des choses un peu qui étaient louables, on va dire, des projets de scalabilité, de décentralisation, mais qui n'étaient pas du tout sur le côté marketing et comment faire rentrer l'argent. Ce qu'on voit aussi avec les choix, notamment de scaler à travers les L2, qui viennent vampiriser sans apporter de plus-value, notamment au niveau du prix à l'écosystème. Donc, il y a eu pas mal de critiques, et là, ils sont en train de faire quelques changements. Mais bon, est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est pas assez? Bon, chacun aura sa petite idée, mais c'est vrai que si on veut vraiment une augmentation du prix conséquente, il y aurait eu potentiellement des choix différents. Après, voilà, Vitalik, c'est pour ça qu'on l'aime aussi, hein. Le mec, il est très intelligent, il a fait un truc super, et il a des idées au niveau idéologique. Voilà, il a dit concrètement, il voulait pas non plus foncièrement changer comment était pensé le développement des terres, parce qu'il a une certaine idée du truc, et il n'a pas non plus envie de faire un cash grab, en fait, y aller à fond sur le marketing, faire payer tout le monde et se concentrer uniquement sur le prix. Il a des idées de comment doit évoluer le protocole, qui est aussi assez particulière. Donc, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais au moins, il faut bien lui reconnaître qu'il a une certaine boussole au niveau de la morale, de l'éthique, de ce qu'il a envie de développer. Et ça, on ne peut pas forcément lui enlever non plus. Bon, moi, c'est plutôt quelque chose que je vois de positif, même si c'est vrai que les choix qui ont été faits au niveau de la fondation, au niveau du marketing, au niveau de comment était pensé l'écosystème, ça n'a pas favorisé effectivement d'avoir un prix qui pump. Mais bon, il y a des choses Mais est-ce que c'est le but aussi? Parce que c'est la question. Les gens, ils sont en train de dire Vitalik, pump not bag. Mais est-ce que c'est le but de Vitalik? Vitalik, c'est un dev. Son objectif, c'est pas de pumper ton bag.
Satoshi, son objectif, c'était pas de faire pumper ton mag. Il y a des catalyseurs qui ont fait que on était sur une spirale positive pour une augmentation du cours. En l'occurrence, vous regardez le white paper de Satoshi Nakamoto qui avait été publié, le halving, c'était pas présent sur le white paper. Ça a été rajouté a posteriori. Et on ne parle pas de halving, on ne parle pas de diminution de l'inflation tous les 4 ans, etc. Ça, pour autant, ça a eu un impact positif sur le cours, mais c'est avec le temps que ça joue. D'accord le fait qu'il ait aujourd'hui 1 ou 1,1 ou 1,2 million de BTC qui n'a encore jamais été vendu, on peut se dire c'est pas bien d'avoir une centralisation économique de la supply et tout. Néanmoins, si c'est entre les mains de quelqu'un qui non seulement a récupéré les tokens ou les coins et ne les a pas vendus, c'est quand même une puissance économique vendeuse qui n'a encore jamais été représentée sur le marché. Donc au niveau du prix, c'est positif. Vitalik fait un peu l'inverse, c'est-à-dire que lui, non seulement il n'achète pas, mais il dump. C'est-à-dire qu'il y a eu un pré-mine et il dump. Donc ça fait chier, surtout quand tu es dans des périodes où en fait l'Ether ne performe pas. Mais je rappelle quand même que son objectif, c'est pas de faire pumper le prix. Je pense que l'adoption du marché fera que il y aura à un moment donné peut-être plus d'acheteurs ou plus de puissance acheteuse que de puissance vendeuse. Donc on repartira sur une tendance haussière. Mais c'est pas à Vitalik d'acheter son truc. Parce que imaginez demain, Vitalik, il utilise les centaines de millions qu'il a, qui sont en Ether en plus. Je veux dire, lui, 98% de sa net worth, c'est sur de l'Ether. Donc, à part vendre de l'Ether en fiat pour après racheter de l'Ether, mais qu'est-ce qu'attendent la plupart des gens si demain il le fait? Imaginez. C'est juste dumper. Donc en fait, Vitalik serait l'exit liquidity de la plupart des gens, quoi. Tu vois, c'est juste ça le truc. Donc, moi, je pense que le but de Vitalik, et aujourd'hui, il le fait quand même plutôt bien, on peut lui reconnaître ça, c'est d'avoir créé quand même toute une infrastructure, tout un écosystème et d'être très bon dans ce qu'il fait. Après, c'est plutôt d'un point de vue marketing où je pense qu'ils sont pourris, clairement. En communication, ils sont nuls, clairement. Mais je pense qu'il a une vision long terme. Et la plupart aujourd'hui de ceux qui lui demandent de changer de direction ou de ligne de conduite, c'est des gens qui veulent gagner de l'argent rapidement. Et lui, il est contre ça. La plupart de ceux qui aujourd'hui veulent faire de l'argent rapidement, c'est vers les mêmes coins, c'est vers Pump Fun, c'est vers tous ces trucs-là. Et lui, il a toujours été contre ça, quoi. Donc, voilà, c'est, je pense, séparer les trucs et de se dire, Vitalik est là pour développer. Il n'est pas là pour faire du marketing. Il n'est pas là pour chiller des trucs en disant ça va augmenter, ça va augmenter. Il est là pour développer, et c'est ce qu'il fait. Et après, la fondation et l'équipe peut-être marketing d'Ethereum, si elle est existante, faites-nous un signe, les gars. Parce que pour l'instant, on ne vous voit pas. Mais si jamais elle est là et elle existe, là, on peut remettre en question, de se dire, OK, qu'est-ce qu'ils font pour attirer des nouveaux utilisateurs, etc. etc. Mais justement, je peux partager, j'ai 2-3 infos là-dessus, si tu veux. Attends, présenter. Vas-y. Ouais, ce que dit Olivier, Ether à la ramasse niveau marketing, bah, pour l'instant, clairement. C'est bon. Tu me dis quand on voit. Ouais, c'est Ether Finance, c'est un autre projet, c'est Ether Realize. En fait, c'est une branche marketing institutionnelle, donc plus dirigée aux institutionnels, créée par la fondation Ethereum, justement pour faire ce qui manquait jusqu'à présent, faire du marketing à grande échelle, de manière un peu structurée et pro, pour justement, donc là, cette partie-là, Ether Realize, elle est destinée plus aux institutions, pour leur expliquer un peu ce qui se passe. Donc, c'est lancé par l'Ethereum Foundation, voilà, donc, pour gérer le marketing du network qui jusqu'à présent était pas franchement fou, avec voilà, du contenu, des promotions, toute la partie technique d'Ether qui est vraiment là pour le coup. C'est juste il faut l'expliquer et la faire comprendre aux gens, l'intérêt de tout ça. Et voilà, c'est plus pour ramener les institutions sur l'écosystème. Donc à voir comment ça évolue, parce que pour le coup, ça a été lancé il y a 2 semaines à peine. Donc, à voir ce qu'ils mettent vraiment en place. Mais pour le coup, ça va vraiment arriver. Donc, ça, c'est ce que j'avais présenté sur un live. Ensuite, on a World Liberty Financial qui en achète, Trump, grosso modo, qui achète de plus en plus d'Ether et qui les stake aussi. Donc, ça va un peu en lien, on va dire, avec le côté marketing, faire voir aux institutions
que il y a des possibilités. Il y a des possibilités techniques et des possibilités de rendement. Et ça, notamment, on attend le staking sur les ETF Ethereum, qui pour l'instant, ils sont plutôt en inflow positif, hein, c'est-à-dire que les institutionnels et les gros porteurs achètent de l'Ethereum, mais pour l'instant, ils n'ont pas eu encore la petite cerise sur le gâteau qui est le staking, hein, pour pouvoir dégager du rendement, en plus de l'appréciation de prix qui potentiellement pourrait venir, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, mais dans tous les cas, les ETF Bitcoin, il n'y a pas de rendement qui est associé. Ethereum, on sait qu'on peut aller dégager du rendement en faisant du staking, donc peut-être que avec les efforts de marketing conjugués au fait que au niveau réglementaire, ce sera possible de faire du staking et avoir du rendement, ça va débloquer un peu le potentiel sur Ethereum où pour le coup, il y a vraiment tout l'écosystème DeFi derrière qui n'est pas forcément présent sur Bitcoin. Là, on a eu les ETF Bitcoin, donc meilleur ETF de tous les temps. Et là, maintenant, on peut se dire, on va avoir un ETF qui performe aussi, mais en plus, on a un peu de rendement qui est associé. Donc, ça, c'est plutôt bullish sur le court terme pour Ether. Et après, ça, on n'en a pas trop parlé non plus, mais il y a aussi la plus grande mise à jour d'Ethereum qui arrive en mars, hein, Petra, en nombre de IP. Et c'est principalement sur la scalabilité, mais aussi les incentives, hein, pour inciter les gens à travailler sur Ether, notamment les validateurs, pour que ce soit plus intéressant de participer au développement. Mais augmenter la capacité des blocs, augmenter le coût de la cold data, hein, pour justement les roll-up, hein, on en a parlé, mais bon, ils payent pas très cher pour tous les services qu'ils ont. Donc là, on va leur augmenter un petit peu leur prix. Bon, voilà. Compilation. Donc, il y a des choses plus ou moins importantes, mais dans tous les cas, c'est accès, scalabilité et au niveau de l'économie du protocole, on va avoir des améliorations aussi, donc très prochainement, à voir si elles sont toutes votées, les EIP, qui vont être proposées, implémentées, avoir la roadmap et tout, mais dans tous les cas, voilà, ça bouge, on va dire, tout ce marasme autour du prix d'Ether, ça aura au moins eu le mérite de foutre un coup de pied dans la fourmilière et ça bouge vraiment pour le coup. Là, jusqu'à présent, c'était un peu mort, on ne savait pas trop ce qui se passait. Bon, là, vous voyez qu'au niveau marketing, il se bouge le cul, et au niveau technique, il se bouge le cul aussi, hein. L'activité des devs, ça taffe, et au niveau mise à jour, pour le coup, on a la plus grosse en nombre de IP qui arrive en mars, plus grosse depuis qu'Ether est lancé. Donc, les fondamentaux, ils sont quand même plutôt positifs, même si c'est vrai que là, actuellement, aujourd'hui, vendredi 7 février, pour le coup, on voit pas trop les résultats sur le prix, mais c'est aussi d'autres éléments qui me font dire, à part la season, la saisonnalité, ça devrait arriver et tout, il y a aussi tous ces fondamentaux qui sont en train de bouger. Donc, voilà, c'est quand même plutôt positif, à mon avis, sur le court et moyen terme pour Ether, quoi. Et puis voilà, vraiment la comprendre que la vision de Vitalik et même de l'équipe, hein, c'est sur des décennies, sur, je sais pas, peut-être quelque chose, un écosystème qui durait peut-être plus longtemps que leur espérance de vie à eux-mêmes, quoi. Donc forcément que les décisions qui sont prises sont des décisions qui sont prises pour le long terme et pas forcément pour les courts termes et ceux qui sont là pour faire des thunes sur un cycle. Autant vous dire que ça, mais ils s'en tapent le coquillard, mais quelque chose de costaud. Ils s'en foutent de ça. Ils sont là pour développer un écosystème, ils ont une vision. Il y a même eu un tweet qui a été fait par Vitalik qui disait que plusieurs fois, il voulait arrêter parce qu'il avait des pressions énormes de la part de VC, de la part de grosses firmes et de grosses infrastructures qui leur disaient « Mais non, mais tu devrais faire des trucs comme ça, le prix va augmenter et tout. » Et lui, il n'en a rien à secouer de ça. En fait, vraiment, dans sa tête, c'est « J'ai une vision, je veux développer une plateforme de confiance un peu comme Bitcoin, mais avec plus de fonctionnalités. » Aujourd'hui, c'est quand même extrêmement compliqué de le faire. Et la plupart des innovations qui sont faites sur Ethereum et pas sur d'autres écosystèmes, hein. La plupart des autres écosystèmes qui sont EVM compatibles, regarde ce qu'ils se font. Là, par exemple, on a eu la V4 d'Uniswap qui est sortie avec les hooks. Tac, comme par hasard, les autres, ils sont arrivés, ils ont dit « Oh, c'est intéressant, on le prend, on le met sur notre écosystème. » Les innovations, elles se font en fait sur Ethereum. Et donc, c'est comme si vous aviez un avion en plein vol, avec plein de passagers à l'intérieur, plein d'activités, plein de trucs, et vous avez un mec sur une aile qui est en train de travailler pour essayer d'améliorer l'avion pour qu'il aille plus vite en plein vol, quoi. Parce qu'il y a plein de protocoles aujourd'hui qui fonctionnent sur Ethereum et c'est hyper dur. Et en plus, ils font plein de mises à jour en même temps. Tu as vu le nombre de IP qu'il y a sur Pectra? C'est la dinguerie, la complexité du modèle et du système. Il n'y a pas un écosystème aujourd'hui qui existe en crypto qui fait un truc qui se rapproche d'un pouillème de ce que fait l'Ether. D'accord? Et donc là, il y en a beaucoup, je pense, dans les commentaires qui se disent ils sont que bullish sur l'Ether, machin et tout. Non, je m'en fous. Je suis bullish sur rien. Je suis comme vous. Je suis là pour faire du pognon.
Et je pense qu'à un moment donné, c'est important de regarder la vérité en face et de se dire que des fois, le développement, le fondamental et le prix, c'est deux choses qui sont différentes. Vous pouvez avoir un projet qui a des super performances en prix et un fondamental qui est éclaté au sol. Et la vision long terme n'est pas du tout la même. Mais en crypto, en entreprise ou ce que vous voulez, et dans le modèle dans lequel on est aujourd'hui, on est incapable, et c'est très compliqué, d'avoir une vision long terme. Regardez comment sont gérés les pays aujourd'hui, c'est que du court terme. Que du court terme. Bah, les boîtes aussi, hein. Regardez dans votre Mais oui, entreprise, ce qui compte, c'est le résultat à la fin du trimestre, et puis le reste, on s'en fout, hein. mais oui, c'est que du court terme. Sauf que Vitalik, lui, sa vision, c'est différent. On a le droit de critiquer. D'accord. Et on est les premiers à critiquer. Regardez ce qu'on vous a dit. Le modèle économique, pour moi, il est discutable. Voilà. Simplement, on n'a peut-être pas toutes les infos non plus. On n'est pas Vitalik. Et ça, je pense que c'est important de le concevoir, tu vois. Ça me fait toujours rire. Les gens qui sont sur Twitter, tu vois, qui ont un Ether et qui disent ah, Vitalik, tu connais rien, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Mais mec, retourne au PMU, retourne boire tes verres de rouge à 7h du matin, arrête de faire chier, tu vois, tu connais rien. Et à un moment donné, je pense que c'est important évidemment de se poser des questions et de se mettre dans les pieds, dans la tête de quelqu'un qui a peut-être une vision beaucoup plus long terme. Parce que d'avoir que des visions court-termistes, de se dire je vais faire pumper le prix, machin, si derrière il n'y a rien pour soutenir l'infrastructure, développer et garder une position de leader, parce qu'aujourd'hui, Ether, ça reste quand même un leader dans sa catégorie, dans plusieurs catégories. S'il veut rester là-dessus, il a intérêt de se bouger le cul. Et c'est là où c'est super intéressant aussi en crypto, c'est qu'il y a une compétition de plus en plus importante. Et nous, on encourage, et c'est pour ça que j'adore la crypto, c'est qu'on est sur un marché libre qui est manipulé, mais tous les marchés sont clairement manipulés aussi. Mais on est sur un marché libre. Et les utilisateurs ont le droit d'aller sur les écosystèmes qu'ils veulent. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se désintéressent de l'Ether pour aller sur du Solana, pour aller sur tout un tas d'autres trucs. Et moi, franchement, même si je ne suis pas pour, même des fois certains projets, mais c'est mes convictions personnelles et c'est ce que je vois, j'adore le fait qu'il y ait une compétitivité parce que ça oblige les gros et les gros projets et les fondateurs, etc., à se bouger les fesses. Parce que ceux qui ne se bougent pas les fesses, peut-être qu'à un moment donné, ils deviendront irrelevant par la suite. Les mecs, c'est bon, tu n'as pas voulu te bouger le cul, ça fait des années que tu nous promets une blockchain qui sera scalable, décentralisée, machin et tout, il y a toujours des problèmes, ça fait 20 ans que tu en parles. Bon, aujourd'hui, il y a des projets qui le font mieux. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. La plupart des projets qui se disent blockchain pas cher, décentralisées et tout, elles sont soit pas décentralisées, soit pas résistantes à la censure, soit elles n'ont pas le même nombre d'utilisateurs ou d'utilisation globale sur leur blockchain. C'est marrant, et c'est les blockchains souvent qui n'ont pas d'utilisateurs, qui n'ont rien en fait dessus, qui viennent te dire, nous, on a une blockchain qui est hyper scalable, les frais qui sont pas chers. Mais parce qu'en fait, il n'y a pas un pélo sur ta blockchain. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a personne. Oui, puis c'est ce que j'allais dire. Après, on peut peut-être présenter la. Je sais pas si tu vois la TVL sur Ether. Donc, vous voyez que ça n'a clairement rien à voir avec le reste de l'écosystème. On a plus de 5,6 fois ce qu'il y a sur Solana. Et voilà, après, plus tu descends et rapidement, tu tombes en dessous du milliard locké on-chain. Donc, il y a aussi des enjeux. Et je pense que la pression, ils la sentent. Ils ne peuvent pas se louper, en fait, sur les implémentations, la roadmap, ce qu'ils implémentent. Il faut vraiment que ça soit, et jusqu'à présent, ça a été le cas. On peut dire ce qu'on veut, mais le merge, ça a fonctionné. Il n'y a pas eu de souci, quoi que ce soit. Et en fait, voilà, vu les utilisations et le nombre de personnes qui dépendent de cet écosystème et l'argent qui est dessus, parce que concrètement, ça n'a rien à voir avec les autres chaînes, ils peuvent clairement pas se louper sur l'implémentation. Donc forcément, ça prend du temps, il faut tester, il faut regarder comment l'implémenter, il faut se creuser un peu la soupière. Et tout ça, ça prend du temps. Donc forcément, tu as des chaînes qui sont peut-être qui bougent plus vite en termes de développement, en termes de la roadmap, parce qu'ils peuvent se permettre aussi d'aller plus vite. Parce que s'ils se loupent, au pire, bon, tu perds sur un protocole ou deux quelques dizaines de millions et puis c'est marre. Ether, s'il se loupe, franchement, on a tous intérêt à ce que ce soit bien calculé, bien backtesté, et que quand ça soit lancé, ça marche du feu de Dieu, il n'y a pas de problème. Parce que si on a un problème sur Ether, je peux vous dire que c'est pas votre autre blockchain et vos codes qui sont dessus qui vont vous sauver. Donc, c'est ça, en fait, c'est que les gens ne comprennent pas. C'est que même si tu es contre, tu peux être contre le Bitcoin, tu peux être contre l'Ether, tu peux être contre tout un tas de trucs et te dire ma blockchain, c'est la meilleure. Tu as tout intérêt à ce que Bitcoin et Ether performent bien et continuent parce que
Sans ces deux gros aujourd'hui, on peut imaginer un monde où il n'y aurait pas Bitcoin, où il n'y aurait pas Ether. Et d'après moi, il n'y aurait pas de crypto. Voilà. D'ailleurs, sans Bitcoin, il n'y aurait pas de crypto. Ça, c'est une évidence. On peut se poser la question sur l'Ether. Est-ce que la crypto ressemblerait à ce qu'on a aujourd'hui si on n'avait pas eu Ether? Sachant que toutes les innovations qu'on a eues jusqu'à maintenant et toutes celles qu'on continue d'avoir d'un point de vue technique, technologique et tout, principalement, ça arrive sur Ether. Les autres, c'est que des dérivés. C'est regardez, nous, on a fait un DEX qui est un peu plus rapide et tout, mais globalement, c'est que les codes open source qui sont pris de chez Ether. C'est que des forks d'Uniswap, c'est que des forks d'AV, c'est que des forks. En fait, il y a eu quelques modifications. La Binance Smart Chain a essayé de faire des trucs, mais ils n'ont pas inventé l'eau tiède non plus. Hein. Ils ont repris des codes qui existaient déjà sur ce qu'on avait sur Ether. Et il y a eu des innovations. On ne va pas dire qu'il n'y en a pas eu. Et je pense que c'est important de se rendre compte que ça reste un levier super important, je pense, hein, c'est mon avis perso, hein, pour la croissance et le développement de l'écosystème crypto. Qu'ils ont aujourd'hui des prérogatives qui sont quand même très compliquées à gérer et une pression qui est hyper importante, et que si demain, il y a un problème et que l'Ether va à zéro, je reste convaincu que ça fera de mal à tout l'écosystème, y compris les Bitcoin Maxi, y compris tous ceux qui ne sont pas exposés uniquement à l'Ether. Et je pense, moi c'est ma conviction personnelle, je pense qu'on a besoin, pour l'instant en tout cas, d'avoir des belles perfs, des innovations sur l'Ether pour avoir une belle alt-season et un bon bull run aussi, hein, parce que c'est ce qu'on attend tous, en fait, d'une certaine manière. Mais voilà, tout ça, ça ne vient pas du jour au lendemain. Et regardez les chiffres. Quand les gens vous disent c'est mort, regardez ce que font les gros. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça dans les commentaires. Hein. Je crois que c'était XJ qui disait de toute façon, voilà, de toute façon, rien que le fait que les grandes institutions achètent en ce moment, ça répond quand même à pas mal d'inquiétudes, en effet. Est-ce que vous pensez sincèrement que si BlackRock considérait que, je sais pas, l'Ether, le Bitcoin, c'était de la merde, et là on parle de l'Ether, est-ce qu'ils auraient acheté dernièrement 100 000 Ethers? Est-ce qu'ils auraient 1,2 million d'Ethers en portefeuille, qui représente la deuxième plus grosse position dans leur portefeuille? World Liberty Financial, c'est pareil. Grayscale, c'est que de l'Ether, hein, c'est 60% d'Ether, du stake et après du wrap BTC. Ils n'ont pas acheté du Bitcoin, ils ont acheté du wrap Bitcoin. Hein, donc pour Bitcoin. Tout ça, tout le projet est basé principalement sur Ether et les tokens qui sont dessus. Hein. Donc, exactement. Donc voilà, évidemment tout n'est pas parfait, aucun projet n'est parfait. On peut critiquer et tout, mais je pense que voilà, je pense qu'on a tous intérêt à ce que le Bitcoin performe bien, que l'Ether performe bien, et que si demain tu n'as pas ces deux plus gros, pour moi l'écosystème crypto ne fonctionnerait plus en fait. Et les liquidités et l'argent aujourd'hui, pour que ça puisse se déverser dans vos écosystèmes à vous, hein, dans des blockchains qui aujourd'hui sont peut-être plus ou moins utilisés, il faut que ça vienne de quelque part. Et souvent, si vous regardez les inflows, la plupart des blockchains et la plupart des bridges, ceux qui ont les plus gros volumes sont des bridges qui permettent de bridger de la thune d'Ethereum vers d'autres blockchains. Tous les bridges qui ont omis Ethereum, regardez les activités on-chain de ces bridges. En général, il n'y en a pas. Hein. Faut que l'argent. La liquidité ne viendra pas de Solana, hein. Je vous le dis de suite. Hein. Elle est parquée dans des pools de liquidité qui sont burn par Pump Fund la plupart des cas. Et il faut regarder la qualité des pools aussi. Hein. Quand tu parles des bridges, mais tu regardes la qualité des pools sur Solana et sur Ether, c'est pas la même. Hein. Beaucoup plus fragmenté. Sur Ether, c'est là où tu as et Base aussi, bon, pour le coup, qui est de layer 2, mais c'est là où tu as les plus grosses pools, notamment sur les stablecoins, et c'est des pools hyper profondes, qui ont des milliards à chaque fois sur chaque actif, et c'est là que tu as vraiment de la liquidité de qualité, parce que c'est bien beau d'avoir des volumes, de la liquidité, mais il faut regarder aussi la qualité des pools, des pairs et la profondeur des pools à chaque fois, parce que c'est pas la même chose sur Ether ou sur Solana, on en a déjà parlé, mais Ether, en termes de volume, de qualité, de profondeur, de liquidité, ça. Pour l'instant, tu peux dire oui, c'est plus lent, oui, c'est plus cher et tout, mais sur ces qualités-là, il n'y a pas de compétiteur quoi, pour l'instant. Encore. En tout cas, pas du même niveau, mais on verra. Moi, je me dis que de toute façon, si ça répondait pas à un besoin, si les gros vraiment avaient un constat en se disant l'Ether, c'est vraiment de la merde, j'y crois pas du tout, vu qu'on est sur un marché libre et que personne n'est bloqué, je veux dire, à un moment donné, l'argent, il va où il veut. Hein. Dans un modèle capitaliste de l'extrême en crypto où vraiment tu fais ce que tu veux, les gens ne sont pas débiles non plus. Je pense qu'à un moment donné, ils se diraient, OK, ça pue la merde, je vais sur un autre écosystème. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a eu des évolutions, il y a eu certaines blockchains qui ont eu un essor, notamment par exemple sur Solana avec les meme coins et tout, parce que ça répond à une demande et c'est OK. Et aujourd'hui,
La TVL, c'est sur Ethereum. Les plus gros porteurs, c'est sur Ethereum. Les liquidités, c'est sur Ethereum. Les innovations, c'est sur Ethereum. Voilà. Et ça, c'est un fait. Donc après, bon, à voir. Il y avait des questions. Ah oui, Pierre qui disait, par exemple, quel objectif du fils Trump de faire un tweet pareil sur ETH si ETH a moins de 2K dans 2 mois. Mais je pense que lui, il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Faux. Il n'en sait pas plus que nous et que vous. Il faut bien comprendre que vous soyez au SMIC, millionnaire ou multimilliardaire, vous n'avez aucune idée de la direction ou des mouvements de prix sur le court terme. Vous pouvez même avoir des délits d'initié ou ce que vous voulez. À moins que ce soit vous qui soyez à l'origine du bottom ou du top, parce que vous avez tellement de puissance de frappe que vous pouvez faire un bottom et faire un top. Et je suis convaincu que même Trump et même son fils n'a pas la capacité de faire ça. Simplement, je pense que lui, de par les connexions qu'il a, il se rend compte de ce qui existe un peu en arrière-plan, et puis je pense qu'il est convaincu de ce qu'il fait, et d'autant plus que le World Liberty Financial, l'objectif de ce fonds, il ne faut pas l'oublier, c'est de proposer des produits ou des services sur Ethereum. Il parle de DeFi sur Ethereum. Le token Trump qui a été lancé sur Solana, il y a eu 500 millions de dollars qui ont été vendus pour aller se parquer sur de l'Ether. D'accord? Ils n'en ont pas profité pour acheter du sol. Hein. Regardez sur le listing du World Liberty Financial, ils n'ont pas du sol. Eux, leur objectif, je pense, et c'est ce qu'avait dit Eric Trump sur un communiqué, c'était de créer une plateforme sur l'aspect DeFi, sur Ethereum. Alors pour moi, ils vont faire un truc mi-centralisé, un peu comme Celsius, avec du lending, du borrowing, du machin, mais sur Ethereum. C'est pour ça qu'ils ont aussi une grande partie de leur token. Et je pense qu'il faut à un moment donné aussi comprendre que les mouvements de marché ou les prédictions de cours, personne n'est capable de le faire. Personne. Regardez les plus gros de ce monde. Vous prenez Ray Dalio, vous prenez Peter Lynch, vous prenez Bill Miller, vous prenez Paul Tudor Jones, vous prenez Warren Buffett, Benjamin Graham, je peux en citer plein. Tous vous disent qu'ils ne sont pas capables de prédire ce qui va se passer. Bon. Donc autant vous dire que nous, on n'est pas capable de le faire. Autant vous dire que n'importe quel type de personne sur YouTube n'est pas capable de le faire. Et on est tous un peu dans l'aveugle. C'est-à-dire qu'il y a des indicateurs. On se dit, tiens, ça c'est intéressant, ça l'est un peu moins, etc. Et quand il y a de la confusion, quand il y a des risques et quand il y a plein de, on va dire, d'inconnus, c'est généralement là qu'il y a les meilleures opportunités parce que beaucoup de gens n'aiment pas l'inconnu. L'être humain, il déteste l'inconnu, il déteste le truc de se dire, je ne sais pas ce qui va se passer, est-ce que ça va monter, est-ce que ça va descendre, et surtout quand il y a plein de catalyseurs négatifs. Et vous devez voir la chose inverse, de vous dire, quand il y a plein de catalyseurs négatifs et qu'il y a plein de doutes, c'est-à-dire qu'il faut avoir de la conviction, ça veut dire qu'il faut maîtriser sa psychologie, ça veut dire qu'il faut avoir confiance dans son investissement, et vu que la majorité des personnes ne font pas ça, c'est peut-être là où il faut arriver à sortir son épingle du jeu. Donc moi, je pense que concrètement, le fils de Trump est convaincu de ce qu'il explique, et qu'en plus, il a envie d'une certaine manière, je pense, de faire pumper son bac comme 100% des gens. S'il avait zéro Ether. Ouais, c'est ça. Oui. En général, les tweets positifs, c'est que les mecs qui sont exposés à l'actif. Hein. Tu te rends compte que même les JP Morgan et tout, les Goldman Sachs, dès qu'ils ont eu leur produit à proposer, tout d'un coup, c'était miraculeux Bitcoin. Alors que quand ils n'avaient rien, c'était de la merde, c'était un scam, c'était du blanchiment d'argent. Donc l'intérêt, c'est principalement de faire pumper son tweet. Alors peut-être qu'il ne sait pas où est le marché, mais il a un peu de voix sur une scène internationale, il en profite. Voilà. Et très souvent, c'est ça. Que ce soit en négatif ou en positif, en général, les mecs, ils ont une exposition. Hein. Ou pas, si c'est négatif. Peut-être qu'ils sont un peu salty, ils ont envie de cracher dessus, mais dans tous les cas, il y a un intérêt économique derrière. Hein. Toute communication, il y a quelque chose à vendre dans tous les cas. Hein. Même si c'est pas directement, tu vends une idée, tu vends un truc, mais il y a quelque chose à vendre. Quand tu communiques, c'est que tu as envie de vendre quelque chose. Donc, lui, dans son cas, ils en ont pour 500 millions d'Ether. Donc, forcément, il ne va pas dire c'est de la merde. Et puis, s'il continue d'en acheter, je pense qu'a priori, c'est qu'il y croit. Voilà. Oui. Mais il ne faut pas se leurrer non plus. Il ne faut pas vous dire il est dans le même camp que vous. Voilà, il a acheté les Ethers. Peut-être et puis d'ailleurs, la vision, je pense qu'il avait, il s'est bien omis de donner sa vision sur la crypto il y a quelques années en arrière. Hein, lors du premier mandat de son père, ce n'est pas le premier à dire on va défendre l'Ether, on va défendre la crypto. Hein.
en 2016. Je vous invite quand même à regarder ce que disait même Trump. Ça a complètement changé, ça a complètement reviré. C'est des politiques, les mecs. Ils bougent avec le vent. Aujourd'hui, le consensus va vers le truc pro-crypto. Il y avait une grosse partie de l'électorat qui était pro-crypto, donc ils se sont dit, allez, on va y choper. Et du On financement. peut les choper. Et du financement, exactement. Il y a une grosse partie du financement pour la campagne de Trump. Donc, c'est intéressé, et c'est normal. Voilà, on ne peut pas s'en vouloir non plus. Mais c'est pas des Samaritains, les mecs. Ils vont pas vous dire achetez de l'Ether, nous on va en acheter après vous. Non, a priori, s'ils vous en parlent, c'est qu'ils en ont déjà acheté ou qu'ils continuent encore d'en acheter, ou peut-être qu'ils ont aussi des connexions avec des mecs qui en achètent en arrière-plan. Enfin voilà, ils ont peut-être plus de connexions que nous, c'est même une évidence. Mais je pense pas qu'ils aient la capacité de voir l'avenir ni quoi que ce soit. Tout le monde est dans le flou là-dessus et aucun n'est capable de le faire. Aucun problème là-dessus.